canadien ou américain de l'Est, je l'entendais. Et donc, vous avez des très bons corpus. Donc, je mentionnais notamment sur le site English Corpora, pour l'anglais, vous avez une collection de corpus donc, qui vient de la réunion de corpus de Brigham Young University, BYU, avec une très bonne interface. Et donc, moi, j'utilise beaucoup Corpus of Contemporary American English, COCA. Et donc, vous pouvez faire facilement des requêtes. Donc, par exemple, la requête, il y a toute une syntaxe, mais c'est assez bien fait, assez flexible. Donc, vous voyez, par exemple, ça vous permet de chercher tous les syntaxes, les suites de mots formes. Black sheep, mais en écrivant en majuscule, ça veut dire que c'est le lemme sheep. Donc, il cherchera aussi les flexions. Donc, c'est très bien. Donc, en Inde, pour l'anglais indien, et puis pour le hindi et les autres langues parlées en Inde, je ne sais pas ce qui existe comme corpus, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des corpus nationaux ou des gros corpus. Entre parenthèses, ça c'est important. Moi, je ne fais pas de la linguistique de corpus. Et j'aime pas la linguistique de corpus. Ça veut dire j'aime pas, si je dois décrire une unité lexicale, de mettre le nez dans un corpus, de faire des concordances et de décrire ce que je vois. Je pense que c'est méthodologiquement très mauvais. Si vous faites une entrée lexicographique, où vous enseignez une langue, vous devez parler cette langue, ok ? Donc vous appliquez des méthodes, une méthodologie de description en utilisant votre connaissance. Et vous pouvez aller aussi loin que vous pouvez avec ça dans un premier temps. Quand on a un peu une théorisation de ce que c'est qu'une unité lexicale et les paramètres pour la décrire, quand on connaît le système des fonctions lexicales, etc., on peut aller stimuler son accès à sa connaissance linguistique. Et là, vous produisez une première description qui est votre hypothèse, y compris pour la polysémie. C'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, allez voir dans les corpus, écouter les gens, parce qu'aussi, il faut tout le temps écouter comment on parle, à la radio, etc. Si on est langagier, il faut faire attention à ça. Ensuite, vous allez voir, pour voir si vous avez oublié des choses, ou vous trouvez des choses qui s'exprimeront plus facilement ou mieux de cette façon-là, et vous pouvez réviser votre modèle. Mais votre description à la fin sera bien meilleure que si vous avez le nez dans votre corpus et vous suivez les choses qui vont arriver dans le désordre, vous ne saurez pas comment les organiser. Si vous avez fait une première organisation, une modélisation, vous avez une logique. Et donc, vous allez pouvoir la réviser, votre logique. Et c'est très mauvais de se laisser guider, surtout quand il y a beaucoup d'occurrences de données par le corpus, comme si vous ne parliez pas la langue. Okay ? Vous la parlez, et donc vous faites l'hypothèse, et ensuite, vous exploitez tout ce qui peut être exploité. Et à la toute fin des toutes fins, vous allez regarder dans le dictionnaire pour vérifier que ce que vous avez fait est mieux que tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quel dictionnaire, parce que ça devrait être mieux. Sauf qu'effectivement, peut-être vous avez oublié certaines choses, ou... Il faut que je m'arrête. Excusez, j'ai une panne d'électricité. Ça enregistre quand même? Je peux continuer à parler? Oui. On va attendre que l'écran réapparaisse. Oui. Donc, après, à la toute fin seulement, on ne fait pas une description en commençant à les regarder dans les dictionnaires. Parce que vous devez être meilleur. Vous devez avoir appris les techniques et vous faites ce que vous pouvez. Et après, vous révisez. Il peut arriver des fois, et ça arrive souvent même, vous faites une super belle définition. Oh, elle est géniale, ma définition bien structurée et tout. Vous allez voir un dictionnaire et vous verrez qu'ils ont une définition assez pourrie, mais que, pour cette partie-là, ils ont trouvé une façon d'exprimer la chose qui est vraiment bien. Et donc, vous pouvez améliorer votre définition. Mais toujours commencer, il faut absolument commencer par l'introspection. Vous utilisez l'introspection et après vous améliorez. Et si vous êtes quelqu'un qui s'exerce tous les jours à écouter comment on parle et qui fait attention, votre introspection va vous permettre de faire quelque chose de très riche déjà. L'important, c'est la logique. Il faut que ce qu'on dit soit logiquement organisé. Et si vous m'écoutez, et je vous donne une méthode, vous pouvez en appliquer une autre ou la changer, etc. Mais elle vous donne une logique pour analyser les choses et les structurer. Donc le corpus, c'est fondamental.
Parce que maintenant que ça existe, utilisons les corpus informatisés, il y en a des gros. Et, par exemple, pour le français, c'est pas génial. On a des corpus, Frontex, c'est pas mal et tout, mais il n'y a rien qui se compare à ce qu'on a pour l'anglais. Pour l'anglais américain, l'anglais britannique, etc. Où là, on a des très gros corpus, très bien échantillonnés, etc. Et donc, ça permet de faire des bonnes descriptions. Mais toujours après avoir fonctionné par introspection. Toujours, c'est vraiment important. Bon, vous pouvez le dire que c'est idéologique, ça veut dire qu'on peut être en désaccord, mais voilà, c'est mon point de vue. Ok, on s'était arrêté là, donc je pense qu'on aura un petit décalage, on sera en retard. Maintenant qu'on est arrivé là, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale. Une unité lexicale, c'est soit un lexème, soit une locution. Puisqu'on sait ce qu'est un lexème et on sait ce qu'est une locution. Alors il y a un petit cas particulier, c'est les éléments de composition, qu'on peut quand même considérer comme des unités lexicales. Donc fil dans cinéphile, c'est pas un mot-forme, et c'est pas un lexème, parce que ça ne s'exprime pas par des mots-formes, ça n'a pas d'autonomie de fonctionnement, et c'est évidemment pas une locution, okay, ça n'a pas une structure syntaxique. Par contre, ça a tout à fait un sens lexical, c'est juste que ça fonctionne en composition. Donc ces éléments de composition, pour le français ou l'anglais, en général, ils viennent du latin ou du grec. Pour le coréen, beaucoup du mandarin. Dans les langues indiennes, je ne sais pas. C'est une culture tellement riche et tellement ancienne que peut-être il n'y a pas besoin d'aller importer de l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a des éléments. Mais souvent, ça vient... Oui, c'est toujours, mais c'est peut-être du sanskrit, c'est ça. Mais c'est pour ça. Bon. Du ourdou aussi? Ok. Bon, c'est comme en français, bon, c'est beaucoup du latin. Mais bon, on dit que le français est une langue latine, mais c'est pas le latin qui est devenu du français, ok? Donc c'est quand même une autre langue, ok? Bon, une question, à quoi ça sert la notion d'unité lexicale? On a lexème, on a locution. Pourquoi on a besoin de conceptualiser cette chose qu'on va appeler unité lexicale? C'est parce qu'en fait, on a besoin de décider c'est quoi l'unité constitutive du lexique. Donc si j'ai mon réseau lexical, par exemple, un nœud du réseau lexical, c'est quoi? Et donc le postulat, c'est qu'un nœud du réseau lexical, c'est un sens. Parce que un nœud du réseau lexical, ça pourrait être ce qu'on va appeler un vocable, c'est-à-dire un machin polysémique. Okay? Si vous prenez un dictionnaire, c'est quoi l'unité de description dans le dictionnaire? Est-ce que c'est l'entrée? Et ça, une entrée regroupe plusieurs sens éventuellement. Ou est-ce que c'est le sens, là où il y a une définition? Donc il faut décider c'est quoi l'unité lexicale, c'est-à-dire l'unité de structuration du lexique, l'unité constitutive, et donc qui va être notre unité de description. Donc il y a quand même un enjeu fort de décider. On pourrait décider que c'est le vocable, c'est-à-dire l'unité polysémique, qui n'a pas de sens en soi. Okay? Et donc je pense que c'est une erreur de faire ça, parce que si on regarde justement les relations lexicales, etc., ce sont les sens individuels qui sont connectés. Du point de vue du locuteur, quand on parle, on a besoin d'exprimer un sens, on choisit un lexème ou une locution, on se fout bien un peu de savoir s'il y a une autre acception métaphorique. Okay? Quand je dis je vais au lit, c'est l'heure de se coucher, je vais au lit, à aucun moment dans ma tête je pense au fait qu'on dit le lit de la rivière. Et ça n'intervient pas du tout. Et lit, c'est est-ce que tu as refait ton lit? Ben, lit, ça va être opposé à sofa, lit de camp, ou je sais pas, tatami, ou que sais-je. Mais pas lit de la rivière. Au niveau du locuteur, ça ne structure pas la façon dont je vais parler. Par contre, c'est très important, la polysémie, on va en parler. Mais donc, l'idée, c'est que l'unité lexicale, c'est un sens lexical. Okay, qui est donc soit exprimé par un lexème, soit exprimé par une locution. Et on a besoin de ça.
on a besoin de la notion d'unité lexicale parce que ça veut dire l'unité de structuration de mon réseau ou l'unité de description. Et il faut choisir. Donc là, je viens d'essayer de justifier un peu, mais je choisis que c'est le sens. J'ai oublié de demander, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou je continue? Vous vous interrompez quand vous voulez, hein. Donc une notion importante qui découle de la notion de sémantème, je suis interdit d'utiliser le terme jusqu'à présent, qui découle de la notion de lexème, d'unité lexicale, c'est la notion de sémantème. Sémantème, c'est très simple, un sémantème d'une langue donnée, une langue donnée au féminin, c'est mieux, donc, et eux. Quand vous voyez des fautes d'orthographe, des absurdités et tout, envoyez-moi un courriel. Je suis absolument pas, j'ai aucune fierté, j'ai rien, et je vous serai vraiment absolument reconnaissant. Okay, donc, vous n'allez jamais m'insulter parce que vous trouvez une faute de frappe. Au contraire, je serai très content. Ou une bêtise pure et dure. Donc, un sémantème, c'est un sens qui est lexicalisé dans la langue. C'est-à-dire qui est exprimable par une unité lexicale. Donc soit un sémantème, soit un lexème, soit une locution, soit éventuellement un élément de composition. Okay, donc une illustration ici, qui est très pratique, ça peut être l'illustration type à utiliser, c'est qu'il y a un sémantème shallow en anglais, mais il n'y a pas de sémantème shallow en français. Parce qu'il n'y a pas d'unité lexicale qui veut dire shallow. Il faut dire peu profond. Mais on n'a pas l'unité lexicale. Donc évidemment qu'on peut dire la même chose ou pratiquement la même chose. Mais par exemple, justement, shallow, il y a l'unité lexicale. Elle appartient à un vocable polysémique. You can say that someone is shallow. Donc c'est un sens métaphorique de shallow. En français, on a profond, on peut dire, ouais, il est profond ce gars. Bah, une pensée profonde, ça marche, mais dire qu'il est peu profond ou pas profond, ça ne marche pas. Ça veut dire cette personne n'est pas. On va dire qu'il est superficiel, mais il n'y aura évidemment pas de polysémie du coup. Donc c'est important, les sémantèmes, toutes les langues n'ont évidemment pas les mêmes sémantèmes, puisqu'ils n'ont pas le même stock lexical. Okay, donc un sémantème, c'est juste un sens lexicalisé. Si le sens est exprimé autrement que par une unité lexicale, ce n'est pas un sémantème. Okay, donc, typiquement, les sens flexionnels qui s'expriment par des affixes, etc., c'est des significations, on les appellera plutôt des significations, mais ce n'est pas des sémantèmes, parce qu'ils ne s'expriment pas par une unité lexicale. C'est bon? J'introduis beaucoup de terminologie. Mais c'est parce qu'en fait, bon, déjà 12 séances de cours, c'est beaucoup, c'est pas mal. Mais en réalité, on a besoin de cette terminologie. Si on faisait, rêvons, 36 séances de cours ensemble, je ne passerais pas chacune des séances à vous introduire encore plein de terminologie. C'est juste que là, tout ça, on en a besoin. On a besoin de savoir dont on parle. Donc, c'est un peu un bombardement parce que si je dilue ça sur les 2 semaines, ben, il y a des choses que je ne peux pas désigner. Je ne peux pas nommer, okay, parce qu'elles n'ont pas été conceptualisées. Donc je suis obligé d'y aller un peu fort au début. Mais ne croyez pas que... En fait, j'aimerais mieux qu'on soit déjà tous d'accord sur les notions et puis on commence à les utiliser. Alors maintenant, le dernier substitut que je vais proposer pour mots, c'est le terme de vocable que j'ai déjà commencé à mentionner. Donc quand vous avez une phrase comme « le mot douche a plusieurs sens », ce n'est pas le lexème douche à plusieurs sens, ce n'est pas le mot forme douche, parce qu'un mot forme n'a qu'un sens. C'est un signe linguistique avec un signifié et un signifiant. Donc ce n'est pas un mot forme, ce n'est pas un lexème, c'est un sens donné. Donc je parle d'autre chose quand je dis le mot ici, mais on voit très bien de quoi il est question. Okay, donc il y a au moins 3 unités lexicales en français. Douche, et c'est le premier, numéroté 1.1 parce que je présuppose qu'il y aura au moins 2 romains, peut-être un sens métaphorique. C'est l'action de se laver. Et c'est le sens qu'on doit prendre comme point de départ si on veut décrire douche, parce que les autres se définissent en fonction de celui-là. Alors il y a des points de suspension, parce que douche, c'est une action de se laver, mais pas n'importe comment, en faisant
ruisseler de l'eau sur son corps, notamment. Donc c'est une douche, et sinon un bain c'est différent, ou faire sa toilette, la toilette c'est différent. Et c'est une action de se laver parce qu'une douche c'est un fait, quelque chose qui se produit. Je peux dire une douche de 3 heures, une douche d'une demi-heure, c'est juste pas acceptable. Si c'est une douche d'une demi-heure, je ne parle pas d'un objet physique, je parle d'un truc qui dure, qui a du temps, qui dure dans le temps, qui a une durée, pardon, qui a du temps, qui a une durée. Ensuite, il y a évidemment douche qui est une installation pour prendre des douches un par un. Donc une douche, du moment que c'est n'importe quoi, mais du moment que c'est une installation qui permet de prendre des douches, on peut appeler ça une douche. Ça, c'est un objet physique, on ne peut pas dire une douche de 3 heures. On peut dire, par contre, j'ai fait réparer ma douche, ou j'ai fait changer ma douche, donc je peux en parler comme d'un objet physique, d'une chose physique. Donc c'est le deuxième sens. On dira que c'est une métonymie, puisque donc il y a une relation de contiguïté entre l'installation douche et l'action douche. Il y a une relation de contiguïté puisque c'est fait pour prendre des douches. Donc ça réfère un peu, en un sens, à la même situation, même l'objet. Et puis vous avez douche métaphorique, qui est une pluie très forte. Alors c'est un peu compliqué, c'est une pluie très forte en tant qu'on va se trouver sous cette pluie. On ne pourra pas dire « Ah, demain, il y aura vraiment 2 fois des douches ». Ça ne marche pas bien, parce que ça ne veut pas dire pluie très forte, c'est pluie très forte en tant qu'on la reçoit. Et donc la phraséologie, ça va être se prendre une douche, etc., etc. Oh, quelle douche ce matin? Et ça veut dire qu'on a été exposé à la pluie. Et donc c'est une pluie très forte qu'on reçoit, comme si on avait pris une douche au sens 1. Okay? Donc ici on a un très beau cas de figure avec 3 sens, un métonymique, un métaphorique par rapport au premier. Donc c'est un peu un cas d'école, c'est simple mais suffisamment riche pour être intéressant. Donc les unités lexicales douche 1, douche 1.2 et douche 2 se regroupent dans le même vocable douche. On va appeler ça un vocable. On pourrait décider que mot, c'est un terme technique et ça ne référera qu'à ça. Vocable, c'est mieux, vous pouvez avoir un autre terme. Donc un vocable, c'est un regroupement d'unités lexicales. Mieux, on va donc dire que douche est un vocable polysémique. Et comme vous savez, la polysémie est au menu, c'est un des thèmes, je pense que c'est vous qui m'aviez dit que ce serait bien de parler de polysémie, non? Je ne sais pas quoi. Non? Enfin, il me semblait que c'était une commande, je ne sais pas. En tout cas, on va beaucoup parler de polysémie, mais ça remonte à tellement longtemps, le programme qu'on a fait, que je ne sais plus. Mais il me semble qu'il y avait quelque chose avec la polysémie, je ne sais plus. On était jeunes et fous à l'époque, on a oublié. Donc séances 7 et 8 notamment, ce sera vraiment là-dessus. Donc un vocable, c'est un regroupement d'unités lexicales, donc lexème ou locution, puisqu'une locution peut appartenir à un vocable polysémique. Telle qu'elle possède tout un signifiant commun, un ou des signifiants communs, donc grosso modo, elle s'exprime par les mêmes signifiants, et leurs signifiés partagent tous un composant sémantique significatif. Donc significatif parce que faut que ce soit plus un signifié plus riche que quelque chose comme quelque chose ou action. Okay? Il faut que c'est un sémantème ou une configuration de sémantème qui a du poids dans la définition. Okay? Sinon, on va considérer, enfin, on ne va pas chercher la petite bête en disant ah ouais, par exemple, je ne sais pas, prenons quelque chose comme voler et voler, dérober, on va dire c'est un vocable polysémique parce que les deux, ce sont des actions. Donc il y a le sémantème action qui est dans les deux définitions, ce n'est pas significatif. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais diachroniquement, ils sont liés. Okay? Voler, dérober, il appartenait au vocable voler comme ça en tant qu'une dérivation, puisque c'était un terme de fauconnerie.
On disait que l'épervier a volé la proie. Voler la proie, c'était l'attraper au vol. Okay, et après, on a fait la métaphore voler la bourse de quelqu'un, parce qu'on fait comme le faucon qui vole la proie. Et donc, c'était une acception métaphorique. Mais en français moderne, on va dire que c'est deux homonymes, pas qu'ils appartiennent au même vocable. Mais donc, pour nous, c'est clair que ce n'est pas le même vocable, parce qu'on ne se situe pas dans la diachronie. Ah oui, j'aurais dû le mentionner au tout début. Toutes les descriptions que je fais, c'est une description synchronique. La raison, c'est qu'il faut choisir. On ne fait pas les mêmes choses si on fait de la diachronie. Et la diachronie, c'est beaucoup plus difficile que la synchronie. Et je suis incapable de faire sérieusement. Je n'ai pas les compétences et les connaissances sur la diachronie du français, de l'anglais, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, si je veux enseigner la langue française, c'est comment ça se parle. Et comme je viens de le faire là, éventuellement, pour le fun, pour rendre les choses un peu plus excitantes, je peux faire référence à la diachronie en disant, vous savez, par exemple, voler et voler. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi le petit Robert le met dans le même vocable. Parce que le petit Robert, c'est quand même un dictionnaire qui prend une base historique et étymologique. Souvent, le premier sens énuméré dans le petit Robert, c'est en fait celui qui est apparu en premier, même si personne ne le connaît. Okay, donc, plutôt synchronique, comme dans ma description. Donc c'est ça, il faut que ce soit significatif. Donc si on prend le vocable voiture, il y a voiture 1, véhicule automobile, il a garé sa voiture en bas. Voiture 2, tu seras dans quelle voiture? Je t'attends à la gare, tu seras dans quelle voiture? Donc grosso modo wagon, mais un wagon pour passagers. Donc c'est un autre sens voiture, un autre lexème qui vont évidemment être regroupés. Bon, j'ai mis 1 et 2, mais voiture est plus polysémique que juste ces deux sens. Donc c'est ça qu'on appellera un vocable. Donc nous, ce qu'on décrit, c'est pas des enfin, quand on décrit au niveau de faire une définition, etc., on décrit une unité lexicale. Mais évidemment, si je m'embarque dans une description lexicale en disant, bon, on va travailler sur voiture, c'est évident qu'il faut travailler en décrivant la polysémie. Donc on fait une hypothèse sur la polysémie du vocable voiture, et ensuite on décrit individuellement chaque unité lexicale. Sachant que si on dit qu'il y a une polysémie, ça veut dire on dit qu'il y a une relation, et donc on va quand même être obligé de considérer ça. Mais ça, on verra ça dans les séances 7 et 8 pour la modélisation de la polysémie. Donc je ne dis pas que ce n'est pas important et qu'il ne faut pas y penser. Quand on décrit, il faut y penser, mais l'unité de description, celle où on décrit le sens, la combinatoire, etc., c'est l'unité lexicale, donc l'acception du vocable. C'est bon? Bon, alors vous pouvez rajouter lexème, locution, unité lexicale et vocable avec polysémie. Alors maintenant, donc je suis très en retard, mais il n'y a aucun problème. Oui, j'ai que 10 minutes. Donc, le sujet 1.2, qui est la séparation phraséologique, qui est très rigolo, je pense qu'on le fera demain, mais je veux finir, ça c'est vraiment important, donc j'ai 12 minutes pour le finir. C'est le deuxième type majeur de phrasème, quasiment plus important que la locution, c'est la colocation. Alors, il y a plusieurs sens de colocation. La notion de colocation peut être définie de façon statistique, comme plutôt dans la tradition britannique, etc. Ici, ce n'est pas une définition statistique, c'est une définition donc statistique en disant qu'il y a une affinité statistique entre les deux composantes. C'est une définition basée sur la fonction d'assemblage, comment s'emploie une colocation par un locuteur. Donc je prends pousser un cri, qui est une colocation type. Alors justement, ce n'est pas une locution. Parce que quand le locuteur dit il a poussé un cri, il a voulu parler d'un certain type d'action de crier, de produire un son oral, etc. On lexicalise cri et on a décidé cri, mais peut-être qu'il y a des synonymes de cri qu'on aurait pu prendre, etc. Alors on aurait dit il a poussé un jappement, donc je prends l'acception métaphorique de jappement, donc c'est OK, ou un hurlement, si je veux dire que le cri était très fort, etc. Donc je choisis cri, et si j'écris, eh ben je choisis un verbe juste parce que je veux dire il a fait un cri.
Je veux dire la même chose qu'il a crié. Okay. Et pousser, on le choisit sous les instructions de cri. Parce que cri nous dit que, ouais, pour dire faire, dire la même chose que crier, tu peux prendre pousser un cri. Tu peux prendre laisser échapper un cri, lancer un cri, il y a toute une batterie de choses. Et donc la sélection du verbe est non libre parce qu'il faut faire attention, il faut savoir quel nom on utilise. Et c'est le nom ici qui est le complément du verbe qui donne les instructions. Regardez, donc Léo lance un cri, Léo pousse un cri. Léo lance un gros mot, ça marche, il a lancé un gros mot à sa sœur. Léo pousse un gros mot, marche pas. Pourquoi on ne peut pas dire pousser un gros mot okay. Pousser un juron, ça marche. Donc on voit que ce n'est pas libre. Okay. Et ce qui n'est pas libre, ce n'est pas gros mot ou cri. Ça, on choisit de dire cri ou gros mot ou hurlement. Ce qui n'est pas libre, c'est la sélection du verbe. Donc c'est complètement différent d'une locution. Parce que la locution, elle est entièrement préfabriquée, elle fonctionne en bloc. Là, vous avez une unité lexicale que vous lexicalisez, c'est juste que le choix d'une unité lexicale qui l'accompagne est non libre. Il dépend de la combinatoire restreinte du lexème, que vous choisissez librement. Encore une fois, il faut prendre la perspective du locuteur. Pourquoi, par exemple, beaucoup de gens utilisent une définition purement statistique de la colocation? Une colocation, c'est un groupe de mots qui tend à apparaître fréquemment ensemble, ou des trucs comme ça. C'est parce qu'on ne s'intéresse pas à distinguer la façon dont c'est produit. Mais évidemment, bouc émissaire, ça tend à apparaître fréquemment ensemble. Mais ça n'a rien à voir de la perspective du locuteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va dire que c'est une colocation. Il y a plusieurs modélisations. Donc il y a la modélisation statistique, etc., qui remonte à Firth. Mais ça, c'est plutôt ce qui a été conceptualisé par Haussmann dans le fameux article « Un dictionnaire des colocations est-il possible ?», qui a proposé les termes justement de base de la colocation, qui est ce qui est choisi librement, et de colocatif, qui est l'élément choisi non librement. Haussmann, il est à la retraite, il a tout arrêté, il est disparu, il voulait disparaître, mais il était vraiment très drôle, donc c'était vraiment un prof à l'allemande et tout, très respectable. Mais il y avait beaucoup d'autodérision, et j'étais à une conférence, une fois il y a des présentations, il était là et quelqu'un parlait de colocation, et je ne sais pas ce que la personne avait fait avec les termes base et colocatif. Et là, il avait protesté en disant quand même, j'ai apporté une chose à la linguistique, c'est le terme de base et de colocation. Donc, au moins, il faut l'employer correctement. Donc j'ai trouvé ça assez cute comme façon de parler de soi-même de la part de quelqu'un qui était quand même pas n'importe qui. Mais ces termes sont très pratiques et très bons. Donc la base, c'est ce qu'on lexicalise, et le colocatif, il dépend fonctionnellement de la base. Il est choisi en fonction de la base. Donc vous voyez, une colocation, c'est débalancé. Il y a deux parties au moins. Et donc c'est semi-phraséologique. Donc une colocation, c'est un phrasème qui est constitué de deux unités lexicales. Bon, je simplifie, j'arrondis les angles. Selon le principe suivant, L1 est choisi librement par le locuteur, donc indépendamment de tout autre choix lexical dans le phrasème, et L2 est sélectionné par le locuteur pour exprimer un sens particulier. Ça, c'est important parce qu'on verra avec les fonctions lexicales qu'il y a justement toute une batterie de sens qui sont à la base dans toutes les langues du monde collocationnelles, qui tendent à s'exprimer par des collocations. Donc c'est fait sous le contrôle de la combinatoire restreinte de L1. Okay. Donc c'est notre connaissance de L1 qui nous dit ça. Peut-être vous ne saviez pas, par exemple, moi je ne l'avais jamais réalisé, ça m'est venu en parlant, qu'on peut dire pousser un juron. Okay, mais je sais qu'on peut le dire, je le dis, je l'entends dans ma tête. Et donc vous savez peut-être pousser un cri, vous connaissiez, lancer un juron, mais peut-être pas pousser un juron, alors que pousser une insulte, ça ne marche pas. Okay, donc c'est vraiment la combinatoire restreinte de chacune de ces unités lexicales. Encore une fois, elle est sélectionnée librement par le locuteur. Vous voyez, c'est toujours la perspective du locuteur. Pourquoi les notions sans texte, souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre de quoi il est question?
où ils se disent oui, d'accord, c'est parce que tout le monde prend la perspective du décodage, pas de l'encodage. Donc là, et je vous jure, c'est tellement important, c'est pas possible. Essayez une fois pendant au moins un mois de prendre la perspective inverse et vous allez voir comme les choses sont différentes. Et les notions que j'utilise ici de lexicologie, donc qui appartiennent à la lexicologie explicative et combinatoire, n'ont de sens, ne se comprennent que dans la perspective du locuteur. Comment on parle? J'imagine un cas... Bon, évidemment, quand j'emploie une colocation, je vais prendre ma douche. C'est une colocation de douche 1.1. Bon, à moins que je suis un plombier et je vais à l'atelier prendre ma douche pour l'amener à l'appartement. Donc, je parle de prendre ma douche 1.1. Évidemment, quand je dis je vais prendre ma douche, en un sens, je n'ai pas l'impression d'assembler douche et prendre, ok? Parce que, en fait, ça va tellement vite, ok? Mais si je veux décrire le cas typique de pourquoi j'ai dit prendre ma douche, parce que j'ai dit douche et il contrôle prendre. Donc, comme pour la locution, c'est la perspective du locuteur. Et il ne faut surtout pas prendre la perspective, pour les distinguer, locution et colocation, prendre la perspective de l'interprétation en faisant référence à des choses comme est-ce que c'est transparent ou non transparent. Ça ne sert à rien. Bon, ça peut servir pour... On a des stratégies d'enseignement, on va dire on va travailler sur celle-là parce que celle-là, elle est un peu transparente. Mais ça ne permet pas de distinguer les notions. Okay? Donc, la colocation tombée de sommeil, elle est plutôt transparente, même si vous ne savez pas qu'on dit tombée de sommeil, vous allez un peu imaginer ce que ça veut dire. Et puis, une locution faible comme centre commercial, elle est tout à fait transparente. Mais c'est une locution à 100%. Et la locution faire d'une pierre deux coups, si vous ne l'avez jamais entendue, en mettant le cours à cette heure-là et en faisant comme ça, on va faire d'une pierre deux coups, je pense que c'est plutôt transparent, vous allez pouvoir comprendre, tel point que sûrement quand j'ai appris qu'en anglais on dit to kill two birds with one stone, qui inverse complètement les numéros, c'était évident. Okay. Donc, plutôt évident, on peut l'interpréter. Donc, ce n'est pas le fait d'être transparent ou pas qui fait la différence. C'est comment ça s'utilise et comment c'est construit ou pas par le locuteur. Alors, importance linguistique des colocations, c'est une propriété de combinatoire de leur base. Donc, connaître une unité lexicale, c'est connaître douche, c'est qu'on dit prendre sa douche, c'est connaître toilette, et on dit prendre sa toilette, non, faire sa toilette. Bon. Et on prend un bain, et pas on fait un bain. Et on fait couler un bain à quelqu'un pour dire qu'on prépare le bain. Donc on peut dire en anglais aussi to run a bath, etc. Donc tout ça, c'est des propriétés de combinatoire qui nous permettent d'utiliser les bonnes colocations. Il y en a des tonnes et des tonnes. Chaque unité lexicale peut en contrôler des dizaines, et surtout les noms. C'est comme ça. Donc, les verbes, évidemment, contrôlent aussi des colocations, mais ce qui est intéressant avec les verbes, c'est souvent qu'ils sont colocatifs eux-mêmes. Okay? Mais les noms prédicatifs, donc il y en a des centaines de milliers dans chaque langue. Maîtrise d'une langue, c'est la maîtrise de ses colocations, et plus généralement, c'est la maîtrise de sa phraséologie. C'est ça qu'on finit jamais d'apprendre dans une langue. Okay? Bon, ça dépend des gens aussi. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas très bon pour la prononciation, donc j'en finirai jamais d'apprendre à prononcer l'anglais, etc. Mais il y a des gens, moi je connais des collègues russes notamment, bon, je sais qu'ils sont russes et qu'ils ont vécu en Russie jusqu'à 30 ans ou 35, mais sinon je serais incapable de dire qu'ils ne sont pas francophones, à tel point leur phonétique du français est incroyable. Mais ils vont se trahir souvent par des colocations, justement. Okay. Bon, pour les russophones, il y a un truc qui les trahit, même quand ils parlent super bien, mais ils ne sont pas encore arrivés, c'est qu'ils ont tendance, pour dire « et », ils disent « i ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc même quand la prononciation commence à être très bonne, il y a cette tendance-là. Mais la phraséologie, si on n'a pas baigné dedans depuis le début, il faut être vraiment, vraiment très fort avec les langues et une bonne imprégnation pour passer inaperçu. Mais il y a des gens qui peuvent. Moi,
Je ne suis pas doué pour les langues, donc je ne peux pas. Alors, on a presque fini. Mais un avertissement, surtout vis-à-vis de l'enseignement des langues, parce que si j'écoute, par exemple, des cours où les gens enseignent la langue du FLE ou langue étrangère, ou même au niveau primaire, ils répondent à des questions et ils expliquent. Souvent, il y a des questions sur des colocations. Mais, madame, pourquoi on dit faire sa toilette et prendre une douche? Ou des questions de ce genre-là. Vous serez confronté nécessairement à ça. Donc, si on prend pousser un cri, il faut faire très très attention parce que souvent les enseignants prennent les choses à l'envers quand il y a une question de pourquoi. C'est clair, oui, syntaxiquement, dans pousser un cri, le mot forme le plus important c'est pousser. Et l'unité lexicale la plus importante syntaxiquement, dans le syntagme, c'est pousser. C'est le verbe, il prend un sujet, il prend un complément d'objet direct, écrit, c'est juste le complément d'objet direct. Mais ça, c'est la syntaxe. OK ? Mais au niveau fonctionnel, la hiérarchie fonctionnelle, c'est cri. Cri qui implique lancer, pousser, laisser échapper. Et donc si on doit expliquer, il ne faut pas expliquer en essayant de rationaliser le sens du verbe. Mais ça, c'est le réflexe immédiat. Pourquoi on dit pousser un cri ou lancer un cri et pas lancer un juron et pas lancer une insulte? Non, qu'est-ce que j'avais? Lancer un gros mot. Pourquoi on ne dit pas? Le réflexe normal, c'est que les gens vont dire, ah ben parce que lancer, tu vois, ça implique que c'est une action, c'est comme si tu lançais une pierre, et donc avec un juron et une insulte. Ça ne sert à rien de rationaliser sur le sens du verbe. Parce que le verbe ici, là, c'est en anglais un sidekick. Il est là parce que le nom a besoin de lui. Et donc évidemment, il y a des sources, il y a des origines de tout ça, il faudrait creuser. Mais à un instant T, en synchronie, très dangereux. Il y a des classes sémantiques qu'on peut identifier qui impliquent certaines choses, mais c'est la phraséologie. Donc la seule façon de faire, c'est de dire, ah ben, pour des noms, par exemple, qui désignent des sons qu'on émet, tu as une batterie de verbes qui s'emploient. Et après, pour chaque nom, c'est un peu arbitraire. Donc tu peux faire l'hypothèse que tu vas utiliser lancer, mais... Et là, on introduit en fait en même temps la notion de phraséologie. On n'a pas besoin d'utiliser colocation en disant que c'est une colocation. Et le locuteur qui parle la langue, ou sa langue maternelle et qui apprend, il va tout de suite comprendre de quoi il se passe. De quoi il s'agit, de quoi il se passe, de quoi il s'agit. Et donc, il faut y aller comme ça, insidieusement, mais en prenant les choses dans le bon sens. Syntaxiquement, oui. Mais là, le verbe, il est vide, il ne sert à rien. C'est crier. OK ? Donc... Oui, juste une petite remarque, c'est fini. Dans le manuel, j'utilise expression figée pour parler d'élocution, mais dans la nouvelle édition que je vais peut-être finir un jour, qu'il faut absolument finir après-demain, j'ai décidé de l'évacuer. Parce que quand on dit figé, les gens pensent que ça veut dire qu'on ne peut rien y faire. Okay ? Et donc, ils me cassent les pieds, mais on peut dire ils me cassent souvent et vraiment tous les jours les pieds. Donc, on va dire, ce n'est pas une locution parce que ce n'est pas figé. Donc, c'est mieux de dire que c'est des expressions préfabriquées qui fonctionnent en tout, comme un tout. Donc, une colocation, ce n'est pas une expression préfabriquée. Elle est assemblée par le locuteur, elle est sémantiquement compositionnelle. Mais elle est contrainte. Alors que la locution, ça fonctionne comme un tout. Et on verra les clichés linguistiques beaucoup plus tard à la fin du cours, qui sont un autre type de phrasème, pas du tout d'élocution, mais qui sont aussi préfabriqués. Je suis désolé, donc... Normalement, moi je veux bien, s'il y a une question brûlante, c'est une colocation de questions, une question brûlante. J'y réponds, sinon... Ça va? Bon, désolé, c'était encore un peu riche en notions, mais je pense que graduellement ça va se tasser. On va manger froid, mais déjà assez tiède. C'est ça, oui. Mais la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est un phrasème aussi, mais c'est un proverbe, c'est un autre type de phrasème, mais qui est aussi un peu comme l'élocution, qui fonctionne en bloc. D'ailleurs, est-ce que c'est... Parce qu'il y a des proverbes compositionnels et d'autres pas, donc celui-là, il faut... Je ne sais pas. Mais donc, demain, on finira ce qu'on n'a pas vu, l'idée de la séparation phraséologique. C'est un truc le fun. OK ? Merci.
Et je vais prévoir moins de choses pour les... Enfin, je vais couper dans le gras pour les 2 autres points pour qu'on ait le temps de tout finir et de rattraper. Oui, mais même, normalement, chaque séance a quelque chose au menu, donc je vais élaguer un peu pour pouvoir rattraper le retard. C'est bon ?